Bonjour et bienvenue, du coup, pour ce webinaire qui est consacré à la prévention des risques psychosociaux. Donc, je suis Vincent Garneau, je suis responsable régional du service développement durable et RSE pour la CCI Occitanie. Et dans le cadre du partenariat avec la DRETS Occitanie, les chambres d'Occitanie vous proposent des webinaires sur la santé et la sécurité. Donc aujourd'hui, on va s'adresser à la prévention des risques psychosociaux. C'est un risque qu'on traite de façon récurrente et on vous avait déjà proposé une version numéro 1 en 2024 du programme digital de cette mallette RPS. Donc cette mallette RPS, en fait, elle s'adresse sur des cibles plutôt TPE, PME. Et on avait pu vous présenter la première partie comprendre. Aujourd'hui, elle est finalisée. On a également réalisé dans ce cadre du partenariat deux ateliers dans lesquels on a pu faire tester la mallette à des entreprises. Donc, suite à ça, on a amélioré. Et aujourd'hui, en fait, on se lance un petit peu dans le grand bain, on innove, puisqu'on a décidé de vous la présenter en direct. Donc, voilà, on va pas s'appuyer forcément sur une présentation classique. On va naviguer en fait dans les pages et nos experts du jour en fait qui sont parmi nous vont vous présenter ce parcours digital. Donc il y aura une première partie introduction où on vous rappellera un petit peu ben, voilà, le contexte et les enjeux et dans quel cadre donc s'est construit cette mallette. Et puis on ira naviguer en fait à l'intérieur de celle-ci pour ben, voilà, vous présenter ce parcours digital et surtout voir ce que vous après comment vous allez pouvoir la mettre en application dans votre entreprise. Il y aura également une partie d'échange. Donc, une fois la présentation terminée, on vous proposera un petit sondage pour ben, justement, voilà, qu'est-ce que vous avez apprécié, pas apprécié. Il y a encore une petite marge de manœuvre pour les dernières modifications, j'ai cru comprendre. Donc, voilà, on va solliciter votre avis et ensuite, il y aura une partie questions-réponses. Voilà, tous nos experts du jour que je remercie pour leur implication dans la préparation seront là pour répondre à vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe voilà, directement dans le vif du sujet avec la présentation du PRST et du CROCT. Bon webinaire. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Franck Atta-Moutaji, membre du CROCT Occitanie, représentant dans cette instance de la CFDT. Alors, hop, le PRST, c'est quoi? Alors, depuis 2004, tous les 5 ans, les pouvoirs publics fixent les grandes orientations liées à la santé au travail. Ce plan est ensuite décliné dans chaque région en PRST, Plan régional santé au travail. Alors, l'objectif vise effectivement à fédérer tous les acteurs concernés par le monde du travail. Donc, on est au 4e plan régional santé au travail, qui est le fruit, comme je viens de le dire, d'une démarche collective entre plusieurs institutionnels, plusieurs acteurs de la prévention, les partenaires sociaux, les services de prévention et de santé au travail. Le PRST est une véritable feuille de route de tous ces acteurs, effectivement, de la prévention au niveau régional. Alors, ce plan régional santé au travail, il se base notamment sur un diagnostic territorial qui prend en compte les spécificités régionales et vise effectivement l'ensemble des acteurs de la santé au travail. Ce plan a fixé 5 axes prioritaires et qui sont déclinés en 16 actions opérationnelles. Donc, l'idée du PRST est de élaborer un outil pour améliorer la prévention des risques professionnels et c'est un outil qui est au service de la santé au travail. Donc, comme on l'a dit précédemment, la cible du PRST, c'est l'entreprise et particulièrement la petite entreprise. Alors, le PRST, c'est qui? Alors, le PRST, vous avez effectivement des instances régionales comme le CROCT, qui est le Comité régional d'orientation des conditions de travail, qui formule les orientations du PRST, participe au suivi et à la mise en œuvre effectivement du plan régional santé au travail. Au sein de ce CROCT, vous trouvez justement sur cette diapo
tous ceux qui y siègent et qui participent effectivement à la prévention des risques professionnels. Donc, vous allez trouver l'ADRETS, qui est le représentant de l'État en région. Vous avez aussi les agences régionales de santé, qui fait le lien notamment avec la santé au travail et la santé publique. Vous avez les SPST, les services prévention santé au travail. À côté de ces derniers, vous avez la CARSAT, l'assureur effectivement des entreprises, mais vous trouvez aussi le réseau Anactaract avec l'ARACT Occitanie. Vous avez aussi l'organisme professionnel de prévention du BTP. Vous pouvez trouver également la mutuelle sociale agricole pour les agriculteurs. Et vous avez aussi à côté de tous ces acteurs, notamment l'AGFIP pour les situations en handicap. Et à côté d'eux, vous avez aussi le réseau KEOPS qui regroupe tous les CAP emploi qui vise à accompagner vers et dans l'emploi les personnes en situation de handicap et leurs employeurs. À côté de tous ces acteurs, enfin, vous trouvez les partenaires relais, comme Vincent vous l'a dit, au niveau des chambres du commerce et des industries, mais les partenaires sociaux qui, avec les représentants de l'État et tous ces partenaires et tous ces acteurs, participent effectivement à faire vivre ce plan régional santé au travail. Parmi ces partenaires sociaux, vous trouverez effectivement les organisations syndicales et les organisations patronales. Voilà pour la présentation du PRST. Voilà. Excusez-moi, bonjour, je suis le docteur Nathalie Bernal-Thomas, donc je suis médecin inspecteur pour la région Occitanie, plus particulièrement en charge de l'ex-Languedoc-Roussillon. Pour ma partie, j'ai en charge de vous présenter les statistiques nationales et régionales en matière de risques psychosociaux et le cadre réglementaire que l'on verra un tout petit peu plus loin. Donc, en matière de données nationales, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis de nombreuses années, les maladies psychiques en lien avec le travail font partie intégrante de nos préoccupations quotidiennes. Ce que les enquêtes ont pu amener au fil du temps, comme résultat, montre en fait un doublement de la prévalence de ce type d'affection au travail concernant à la fois les femmes et les hommes et plus précisément pour les maladies à caractère professionnel, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore identifiées maladies professionnelles, puisque vous savez ou pas, mais il n'y a pas de tableau spécifique pour les risques psychosociaux au travail en matière de reconnaissance de maladies professionnelles. Toutefois, l'absence de ces tableaux n'exclut pas que les demandes de maladies professionnelles puissent se faire par les salariés, et dans ces cas-là, lorsque le taux d'incapacité dépasse 25%, ces dossiers sont présentés au comité de reconnaissance de maladies professionnelles et on constate avec les années que ces comités rendent des avis favorables de plus en plus nombreux et en particulier, vous lisez comme moi qu'on a un taux d'avis favorable de 25% de plus par rapport à 2022 avec une augmentation du nombre de demandes de maladies professionnelles et de reconnaissance. Ce qui est important pour vous et ce qui nous a semblé important, c'est que vous puissiez vous retrouver, vous, membres de l'Occitanie, entreprises de l'Occitanie, au sein de nos données régionales. Et l'expert précédent vous a parlé d'un diagnostic territorial. Et on a pu constater lors de la réalisation de ce diagnostic territorial que les inaptitudes résultant de troubles mentaux et de troubles du comportement étaient à la seconde place. Donc, c'est vraiment une préoccupation à la fois pour les entreprises et les services de santé au travail, viser à la réduction de ce taux d'inaptitude le plus précocement possible est un enjeu donc essentiel pour chacun, y compris donc, bien sûr pour les salariés. Donc, il faut savoir qu'au sein de l'assurance maladie, vous avez ce qu'on appelle les ALD, qui sont des affections longue durée, et on voit qu'un quart de ces affections longue durée sont d'origine psychiatrique, ce qui n'est pas rien.
À Toulouse, nous disposons d'un centre de consultation de pathologie professionnelle, mais également à Montpellier, pardon. Et lorsqu'on étudie le nombre de consultations réalisées au sein de ces centres, on se rend compte que ces consultations sont en lien avec 68% d'origine professionnelle, mais surtout, en fait, vous le voyez comme moi, 32% de ces 65% représentent en fait des troubles mentaux et du comportement. Donc, il s'agit vraiment d'une problématique qui prend progressivement, avec les années, toute son ampleur. Je laisse la main donc à la personne suivante. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, comme annoncé en fait en introduction, voilà, on va vous faire découvrir le parcours de la mallette de façon interactive. Mais juste avant, ben, voilà, Thierry va nous présenter en fait l'origine de celle-ci. Bonjour à toutes et à tous, Thierry Prader de l'ARACT Occitanie. Alors déjà, en première diapo, ce trombinoscope pour vous montrer les participants à ce groupe risques psychosociaux du PRST4. Donc vous voyez que nous sommes plutôt nombreux et surtout des d'organismes de prévention assez différents et complémentaires. Tout cela pour vous dire en introduction que c'est une mallette qui a été conçue avec l'expertise de toutes ces personnes, que ce soit des personnes de la CARSAT, de services de prévention et de santé au travail, de la DRETS, mais aussi d'organisations patronales et d'organisations syndicales de salariés. Donc vraiment un travail collectif et pluridisciplinaire où chacun a amené à apporter sa pierre à l'édifice. Et sachant que nous avons aussi confié la digitalisation à un collègue de la RAC Île-de-France qui s'appelle Stéphane Poncé-Miquel. Alors, de quoi s'agit-il? Cette boîte à outils, cette mallette, ce parcours digitalisé, c'est un outil où à la fois on apprend des choses sur les risques psychosociaux, c'est la partie comprendre, mais au-delà de cette partie e-learning, c'est surtout un outil pour agir, pour passer à l'action. Et c'est cela c'est ça qui nous intéresse essentiellement, hein, c'est que ça puisse être utilisé dans les entreprises d'une manière collective, hein, avec bien évidemment l'employeur en première ligne, mais on va y revenir, mais aussi les salariés ou leurs représentants, pour conduire de A à Z une véritable démarche de prévention des risques psychosociaux. Alors la cible principale, ce sont les TPE, mais bon, bien évidemment, parce que c'est bien la cible du PRST, hein, du Plan Régional Santé-Travail, mais nous avons aussi testé cette mallette auprès de managers avec leurs équipes dans des PME ou des structures un peu plus importantes, et ça peut aussi fonctionner si on l'applique avec toutes les précautions requises. Alors, cette mallette, dans la diapo suivante, comme je vous le disais, elle est plutôt simple d'usage, elle est constituée de 3 parties. La partie comprendre, qui va vous être présentée par les collègues ici présents qui ont participé à sa conception, hein. Sandrine Koenig, la copilote avec moi-même du groupe RPS, et le docteur Carole Avilés, où là, vous aurez des concepts, des définitions, j'ai envie de dire tout ce qu'il faut savoir sur les risques psychosociaux. Une deuxième partie, c'est la partie agir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où là, c'est un programme outillé pour passer à l'action. Et enfin, une troisième partie, se faire aider, ce sont quels organismes, comment s'y prendre si on n'est pas en mesure de mener soi-même l'action de prévention dans sa propre entreprise, comment se faire aider par des organismes externes que sont notamment les nôtres et plus largement des consultants. On y reviendra. Alors, le mode d'emploi, c'est on ouvre la mallette. En fait, il est très simple. Ça y est, on accède à la mallette. Elle est un petit peu... Je dois juste changer de page, désolé. C'est là. Techniquement, il y a quelques ajustements. Voilà. Alors, vous retrouvez... Logiquement, on est bon.
on est bon. Il y a les trois parties. Il y a le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, juste en deux mots, quand on clique sur le mode d'emploi, on va voir si ça fonctionne. C'est tout simple. Il y a des flèches. Il faut savoir utiliser les flèches, hein. Des flèches pour aller plus loin, des flèches pour revenir à la diapo précédente et une sorte de tableau pour revenir au sommaire. Et quand vous aurez, en complément à cette mallette, vous aurez des sortes de carnets qui permettront d'éditer tous les documents que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, on va passer à la partie comprendre, et donc je laisse la parole à mes collègues Sandrine Koenig et le docteur Carole Aviles pour vous la présenter. Et Nathalie Bernal, qu'on verra sur le cadre réglementaire. Bonjour à vous, Sandrine Koenig, donc CARSAT Midi-Pyrénées. Alors sur cette partie comprendre, on va cliquer sur RPS, de quoi parle-t-on? Ce qui va permettre, alors je vous laisserai regarder l'animation que l'on peut trouver les RPS en 2 minutes. On va aller sur définition au milieu là pour cliquer effectivement ce que l'on entend par risques psychosociaux, que j'espère vous savez déjà. Il y a la question du stress et des violences, et quand vous cliquez sur stress ou violence, on a la définition voilà, plus spécifique et en même temps très synthétique. Le but de cette mallette, c'est que vous puissiez vous informer, mieux comprendre, mieux agir. Et on a voulu qu'elle soit plus accessible, peut-être plus simple pour aborder et intégrer à la prévention des risques psychosociaux, on l'espère. Et donc, pour ressortir, voilà, on fait les flèches. Vous avez là, sur les violences internes également, les différentes définitions. On va aller sur les 6 facteurs de risque et là, on va arriver sur la page INRS. Et donc, un peu plus bas, voilà, on va cliquer sur le plus, les 6 catégories de facteurs de risque psychosociaux. Vous les avez en schéma, effectivement, l'intensité et le temps de travail qui vous donne la définition. Là, alors, Vincent, peut-être revenir un peu en arrière sur voilà, là c'est le premier facteur, l'intensité et le temps de travail, où vous avez l'explication sur la surcharge de travail, sur les longues journées de travail, sur des instructions contradictoires, sur l'imprévisibilité du planning par exemple. On clique en deuxième facteur de risque, les exigences émotionnelles, et aujourd'hui il y a de nombreux métiers de plus en plus en contact avec la souffrance ou la détresse humaine, et dans d'autres métiers de service on voit des situations de violence qui peuvent augmenter, que ce soit les garagistes, que ce soit les téléopérateurs ou d'autres métiers dans les services. Et donc devoir effectivement cacher ses émotions peut générer effectivement des risques psychosociaux et des situations de souffrance. Sur le troisième facteur, pour vous les énumérer, le manque d'autonomie. Les différents travaux scientifiques ont attesté l'importance des marges de manœuvre pour bien faire son travail, la question du rythme, plus ou moins imposé, et le développement de ces compétences, ce sont des points importants dans le travail. Le facteur 4, on sera sur les rapports sociaux au travail dégradé, et c'est une des conséquences également, et des causes sur ces relations entre collègues ou dans ces rapports sociaux. On peut voir aussi des situations possibles de harcèlement moral, voire de harcèlement sexuel. Donc effectivement, la question des rapports entre professionnels est un point important à questionner. Sur le facteur 5, les conflits de valeurs, c'est effectivement la notion de fierté de son travail, être fier de son travail et faire un travail de qualité quand, à certains moments de la vie d'une entreprise, il peut être demandé aux salariés de faire moins de qualité, ce qui peut effectivement générer des problèmes de conflits de valeurs. Enfin, le dernier facteur, identifié cause des risques psychosociaux, c'est la question du changement et du changement important dans l'entreprise qui est souvent nécessaire, effectivement, pour l'adaptation aux évolutions du monde économique. Et donc là, c'est la notion d'insécurité avec la peur de perdre son emploi ou de ne pas savoir ce que l'on fera demain.
Ça peut être aussi au niveau de son salaire, de son contrat de travail précaire. La question des restructurations et donc des nouvelles organisations. Où sera ma place, ma mission, mon poste? Quelle relation de travail j'aurai? Où est-ce que je serai située dans l'organigramme, hein, et quelle activité j'aurai? Donc ça, c'est aussi un facteur de risque important. Quand on est sur un site comme celui-là d'INRS, hein, l'idée, c'est effectivement, pour revenir en arrière, de fermer effectivement cet onglet et de revenir sur l'onglet de la mallette. On a voulu les choses le plus simple possible. Donc là, on était sur de quoi parle-t-on? On revient sur le sommaire et je vais laisser la parole. Donc le diagnostic, Nathalie Bernal vous en a parlé tout à l'heure. Je laisse la parole à Carole Avilès sur les RPS, ça fait mal. Merci Sandrine. Bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai un petit problème de vidéo, hein, de caméra qui fait que malheureusement vous ne pouvez pas me voir. Donc on va revenir sur les RPS, ça fait mal, on va cliquer dessus et donc ça vous ouvre différents onglets. Donc on va passer sur l'effet des expositions sur la santé des salariés qui vous renvoie sur un article de l'INRS, hein. Vous avez le lien en fait pour pouvoir le lire et aller un petit peu plus loin. Et donc, on va, comme le disait tout à l'heure Sandrine, fermer pour revenir sur la mallette. Et donc, on va rentrer dans les conséquences du stress chronique sur les facteurs psychosociaux, donc sur la santé des dirigeants et des salariés. Donc là, vous avez une petite roue avec les différents types d'RPS, hein, par rapport à ce que vient de dire Sandrine sur les différentes problématiques qui vont avoir un impact sur la santé. Donc, on va ouvrir déjà l'intensité et la complexité au travail, où effectivement, une problématique en termes sur ce facteur-là va majorer au niveau des études, hein, c'est ce qui est retrouvé, donc une majoration des accidents du travail entre plus 47 et plus 163%, selon les secteurs, selon les problématiques. Une majoration également du burn-out avec un plus 143%, une majoration des troubles du sommeil à plus 48% et une majoration donc des TMS, des troubles musculo-squelettiques qui sont aggravés de 19%. Donc après en dessous, vous allez retrouver deux petits onglets. Alors sur le burn-out, où ça va vous renvoyer vers une vidéo qui a été créée, c'est Prevent Stuff. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Il y a pas mal de vidéos en fait en médecine du travail. C'est un médecin du travail qui est à l'origine de ce site. Et donc, je ne sais pas si on peut la vidéo, je vous laisserai la découvrir tranquillement, qui vous explique en fait ce qu'est le burn-out, comment ça vient, comment l'évolution, comment ça apparaît finalement dans la vie du salarié ou du dirigeant. Et donc, le dernier onglet sur l'exposition psychosociale et effets sur la santé, ça vous renvoie également à une étude avec une présentation qui avait été faite. Je vous laisserai également le découvrir. C'est une petite vidéo. Donc là, on va revenir en arrière sur la flèche et on revient sur cette petite roue des conséquences du stress chronique. Et je vous propose d'ouvrir les maladies cardiaques. Donc, on clique dessus également. Et là, donc, il y a un petit rappel sur le fait que c'est une multi-exposition à des nuisances qui peuvent majorer l'apparition de maladies cardiaques. Savoir qu'1,7 million de salariés sont exposés à au moins une nuisance organisationnelle ou psychosociale et que donc cette organisation-là, cette problématique-là est un facteur qui peut avoir un impact sur le système cardiovasculaire. Donc, on va ouvrir le schéma facteur exposition qui vous explique en fait, c'est un espèce d'entonnoir hein, avec des aspects multiples. Donc, les tensions au travail, le fait de subir du harcèlement au travail, d'avoir dans son activité professionnelle un déséquilibre entre ce qu'on appelle les efforts que l'on fournit pour sa tâche et les récompenses que l'on en récolte. Le fait d'avoir, comme le disait tout à l'heure Sandrine, une précarité au niveau de l'emploi, de travailler au-delà de 55 heures par semaine. Tout ça, ce sont des facteurs favorisant l'apparition de maladies cardiovasculaires. On va pouvoir revenir à nouveau en arrière avec la petite flèche. Et donc, les deux autres onglets, je vous inviterai à les découvrir, qui vous renvoient en fait sur des études
qui mettent en évidence ce lien entre l'exposition aux différents facteurs et l'apparition de maladies cardiovasculaires chez les salariés. On va revenir en arrière à nouveau avec la petite flèche. Et toujours pareil, en fait, cette petite flèche vous ramène sur le chapitre initial avec les différents aspects. Donc, on va ouvrir celui sur le manque d'autonomie. Voilà, vous avez un rappel sur ce que le manque d'autonomie peut engendrer et majorer, donc avec une majoration, encore une fois, hein, du burn-out, des maladies coronariennes, tout ce qui est troubles dépressifs aussi, hein, c'est ce que disait, me semble-t-il, tout à l'heure Nathalie dans la présentation, avec un accroissement des maladies psychiques et donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques également. On revient également en arrière, toujours un petit retour sur cette petite roue. Un petit mot sur le stress numérique. Donc, on va... Voilà. Donc, il y a un rappel hein, sur ce que ça définit, les implications que ça peut avoir sur la santé mentale, avec les différents liens sur les icônes de droit, la numérisation du travail, les RPSI numériques, ou quand vous les ouvrez, ça vous renvoie également à des liens sur des études qui ont été faites qui mettent en lien le stress numérique et la survenue de problématiques de santé. Donc pareil, tout ça, je vous laisserai le découvrir. Hein, c'est vraiment de la documentation. L'idée de cette mallette et de ces différents rajouts, c'est de vous donner une vue assez générale de la situation, de ce que l'organisation du travail au sens large peut avoir comme impact sur la santé et sur les différentes problématiques. On va revenir en arrière. Et donc, ne pas oublier que les nouvelles modalités de travail, donc notamment le télétravail. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le télétravail, il ne faut pas en faire, ce n'est pas l'idée. C'est simplement d'avoir aussi dans un petit coin de la tête que le télétravail, ça peut engendrer des problématiques, ça peut créer du RPS en fonction de l'organisation, en fonction des conditions matérielles, et que tous ces changements ont un impact de toute façon sur la santé, avec un petit onglet en bas sur l'impact du télétravail. Si on peut cliquer, voilà, où le télétravail donc peut avoir un impact en termes de troubles du comportement alimentaire et un risque d'addiction, peut avoir un impact aussi sur les maladies coronariennes, sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, dans le sens où vous êtes installé à votre domicile selon l'équipement dont vous disposez, selon les conditions d'installation. Ce n'est pas la même chose si vous êtes en télétravail à la maison, installé à un bureau bien confortablement, avec un bon siège, un bon ordinateur que vous pouvez régler, un peu comme vous pourriez le faire à votre bureau dans de bonnes conditions, et être sur un canapé avec une petite table basse parce que vous n'avez pas de lieu plus propice pour pouvoir télétravailler. Ça peut entraîner également des troubles visuels, une perturbation des rythmes circadiens, donc rythme, alternance, veille, sommeil, parce que la tentation aussi avec le télétravail, vous pouvez vous connecter quand vous voulez, comme vous voulez depuis chez vous, y compris déborder sur les horaires, chose que vous n'avez pas forcément quand vous êtes sur votre lieu de travail. Et également une perturbation des relations sociales, puisque ça vous isole à domicile et que donc ça vous perd le lien avec les autres collègues, avec les responsables, et ça a un impact également. On va revenir en arrière sur la petite flèche, toujours. Hein. Et donc, ne pas oublier, encore une fois, la santé des dirigeants, parce qu'on parle des salariés, mais les dirigeants aussi peuvent être, j'allais dire victimes, mais peuvent aussi avoir des problématiques RPS. Donc là, ce sont deux onglets, je vous laisserai également les ouvrir. Hein. Le premier, c'est sur une étude qui met en lien les difficultés aussi pour les dirigeants. Et le deuxième, c'est un lien vers la plateforme Amarok, qui est une application en fait, qui permet le suivi de la santé des dirigeants. On va revenir en arrière, Vincent.
Voilà, donc vous revenez à nouveau sur la fameuse roue. L'avantage de cette roue, c'est aussi, voilà, vous avez une interrogation par rapport à une thématique en particulier. Juste le titre vous permet d'accéder à la suite des informations et des compléments. Et donc là, je vais redonner la main à Nathalie pour la partie réglementaire. Alors, il faudrait que je puisse reprendre le contrôle, Vincent. Et là, pour l'instant, j'ai un sens interdit. Normalement, c'est lui qui fait défiler Ça va sur pas être la possible en maladie. fait, ouais. Faut juste me guider comment il faut Ah, bon, faire, ben d'accord. ça va Donc, fonctionner. quatre réglementaires. Voilà. Et obligations générales. Voilà. Donc, en matière de risques psychosociaux, les entreprises doivent considérer, au même titre que les risques professionnels autres que vous connaissez peut-être plus aisément, que ces risques psychosociaux doivent faire l'objet d'une obligation de sécurité de l'employeur de l'entreprise, puisque je vous rappelle que l'employeur a une obligation de sécurité et de préservation de la santé physique et mentale des salariés. Alors, c'est d'abord un des premiers principes réglementaires, puisque vous avez des principes généraux de prévention qui s'appliquent aux risques psychosociaux. Et parmi ces principes généraux de prévention, si on peut cliquer dessus, par exemple, vous avez, je dis de mémoire, en septième alinéa, la nécessité en fait de réfléchir à la prévention des risques psychosociaux en incluant les problématiques d'organisation, de conditions de travail, de situation de travail, mais aussi tous les facteurs qui peuvent impacter en fait cet environnement et notamment tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste. Donc, ces actions, si on peut revenir donc à la diapo précédente, toutes ces réflexions en matière de prévention qui découlent de l'évaluation des risques psychosociaux doivent faire l'objet d'une liste d'actions, comme vous le savez, pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'on vous a dit en introduction que cette mallette était plutôt à destination de petites entreprises ou de PME, dont moins de 50 salariés, doivent figurer en fait dans une liste d'actions de prévention qui doivent être annexées au document unique d'évaluation des risques professionnels. Comme ma consoeur et comme mes premières diapos aussi ont pu vous le communiquer, la santé des dirigeants est également impactée et il peut être intéressant pour le chef d'entreprise de se poser aussi ces questions par rapport à son propre poste de travail. Alors, à côté de cette obligation générale de sécurité avec les 9 principes de prévention, vous pouvez aussi vous appuyer sur des dispositions spécifiques en matière de risques psychosociaux, soit parce que certaines situations de travail ont fait l'objet de dispositions spécifiques, par exemple le travail de nuit. On sait que l'organisation d'un travail de nuit inadapté peut entraîner dépression, anxiété, d'où l'intérêt de bien réfléchir aux modalités organisationnelles de ce travail de nuit, mais aussi des dispositions spécifiques qui concernent les relations au travail, par exemple interdiction en fait de toute discrimination, de l'harcèlement moral, de l'harcèlement sexuel. Dispositions aussi en lien avec l'exposition au bruit, puisque vous savez qu'il faut réduire au maximum, quand on ne peut pas supprimer le risque, l'exposition au bruit. Et puis des dispositions spécifiques en matière de travail sur écran, pensez à faire des pauses, par exemple, voilà, comme vous l'a expliqué ma consoeur. À côté de ces textes réglementaires, vous avez d'autres textes qui découlent d'accords nationaux interprofessionnels. Le test l'ANI de 2008 est relatif en fait au stress au travail, qui a visé à vouloir sensibiliser les entreprises à la définition du stress, à pouvoir le quantifier et à établir des démarches de prévention en ce sens. Et puis vous avez l'accord de 2010 qui concerne plus spécifiquement l'harcèlement moral et les violences au travail. Donc, vous voyez des supports réglementaires qui peuvent légitimer tout à fait une réflexion en matière de prévention des risques psychosociaux. On retourne à la boîte à outils, en fait, au sommaire.
de comprendre. Voilà. Et on du passe coup, je aux reprends la bénéfices, parole. voilà, de la prévention. Voilà, pour vous parler des bénéfices de la prévention, les entreprises qui ont agi en prévention. J'étais ce matin avec une TPE de 5 salariés qui a effectivement réalisé cette démarche et qui voyait l'efficacité pour mieux préparer l'avenir de cette entreprise et l'anticipation des tâches respectives des tableaux en agissant en prévention, ce que vous pouvez y trouver. Alors, je ne sais pas, il y a différentes, on voit différentes images, effectivement. Je pense qu'il y a un basculement sur un écran. En tout cas, agir en prévention, il y a des effets positifs, des gains pour votre entreprise, au niveau de votre région, notre région, l'Occitanie, et certainement d'autres, et au niveau national également. Ce que l'on peut dire pour votre entreprise, mis à part, et on y reviendra, que c'est une démarche peu coûteuse, il y a des aides financières avec des solutions simples et peu coûteuses, on est dans l'organisation du travail, cela repose sur les décisions. Principalement, il n'y a pas d'achat forcément coûteux. En tout cas, les entreprises qui ont pu travailler dessus, il y a une amélioration de l'image de marque, on retrouve un sens au travail. Je me souviens d'une entreprise qui était loin d'atteindre ses objectifs à la fin de l'année, on était 6 mois avant, et avec cette démarche-là, elle a pu effectivement atteindre ses objectifs avec toute l'équipe. Il y a la question d'attractivité et on sait que c'est important pour les entreprises. Je pense sincèrement que la santé au travail des salariés et des dirigeants, hein, ça en fait partie, attire et peut permettre une fidélisation des personnes qui viennent travailler. Également au niveau de la santé, forcément, on parle beaucoup d'absentéisme aujourd'hui, et également le turnover ou des départs prématurés. Et on le sait, quand les personnes ne sont pas bien au travail, une des premières choses auxquelles elles pensent, c'est effectivement de rompre leur contrat de travail. Parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des choses possibles à faire au niveau de l'entreprise et qui peuvent bénéficier à tous. La question de la qualité aussi, hein, j'ai pu voir dans une entreprise par l'indication de non-qualité qu'il y avait une problématique de risques psychosociaux. C'est répondre à vos obligations et être bien, hein, ce que vient de vous indiquer Nathalie Bernal, et bien sûr améliorer le fonctionnement et les conditions de travail. Pour votre région, et on le retrouve hein, aussi au niveau national, votre action peut participer à réduire les conséquences sur la santé. Nathalie Bernal vous a parlé effectivement des troubles mentaux et du comportement que l'on retrouve hein, et dans les centres de pathologie professionnelle et dans le recueil de données hein, des services de prévention et de santé au travail. Je vois, moi, au niveau de la CARSAT, avec le service social de la CARSAT, donc pour les travailleurs, la question du quart des affections longue durée sont psychiatriques et cela coûte des milliards au niveau national. Là, du coup, je parle. Et c'est aussi la deuxième cause d'inaptitude, hein, les troubles mentaux et du comportement. L'inaptitude est souvent d'un licenciement, en fait, et du coup, avec le départ de la personne et de toutes ses compétences. Au niveau national, je dirais qu'on retrouve ces conséquences sur la santé. Et là, l'objectif de votre action pour votre entreprise peut aussi permettre d'inverser les évolutions que l'on voit au niveau national, avec une multiplication par 2 des souffrances psychiques en 12 ans. Au niveau des maladies professionnelles psychiques dont on vous a parlé, une multiplication par 2 en 4 ans, c'est énorme. Également 30% donc de licenciés pour inaptitude psychique. Il y a différents baromètres également de différents consultants qui permettent effectivement de voir entre 1 000, 5 000 et des fois 10 000 euros par salarié et par année. Sont les coûts directs et indirects des risques psychosociaux. C'est un point important quand on veut récupérer de l'argent, tout simplement. Et enfin, des questions de milliards de pertes de valeur ajoutée à cause de cet absentéisme et de ce présentéisme, des accidents du travail, alors que l'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés, et des maladies psychiques aussi, pour un certain nombre qui ne sont pas déclarées.
Donc cela, c'est effectivement l'ensemble des bénéfices et il y en a des bénéfices et des gains pour votre entreprise, pour vos salariés et pour vous, dirigeants, parce qu'on sait que quand la santé d'un dirigeant ne va pas bien, et à la CARSAT, nous en rencontrons de plus en plus, c'est toute l'entreprise qui ne va pas bien et qui effectivement questionnée sur son devenir. On peut aller peut-être un peu plus loin dans le ce que j'ai à y gagner. Vous avez là des détails. On peut cliquer sur propositions ressources. Ou là, selon les thématiques qui vous intéressent, que ce soit l'attractivité, la santé au travail, les résultats pour votre entreprise, on peut cliquer sur des résultats, par exemple. Vous avez un certain nombre d'éléments plus précisés. Quand on parle de résultats, il s'agit d'efficacité, de qualité, de productivité. Et je peux vous dire que les témoignages d'entreprises qui ont fait cette démarche vont tout à fait dans ce sens. Les objectifs atteints, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. La performance, nous avons rencontré, pour donner un autre exemple, à la CARSAT, un chef d'entreprise qui voulait fermer son entreprise de mise en place de cuisine dans les maisons. Et par cette démarche, il a pu poursuivre son activité et voir l'avenir de manière beaucoup plus positive, et ses salariés également. Des gains financiers, oui, selon effectivement les pertes possibles engendrées. Un sens au travail boosté, c'est important d'être bien dans son travail et être au clair avec vos obligations de prévention, santé et sécurité au travail, notamment avec votre document unique actualisé. Voilà, qui est le reflet de votre démarche. On peut prendre peut-être pour aller plus loin, en plus, pardon, parce que je veux insister là-dessus, le « et en plus ». Ce que j'ai à y gagner, ce que vous pouvez y gagner, c'est pour vous dire qu'en plus, c'est une démarche peu coûteuse. Il faut faire quelques réunions pour réfléchir et questionner le travail, votre organisation du travail, et donc pour l'améliorer. Les solutions, elles sont généralement très simples. Il faut les décider et les tester. Et elles sont souvent très positives. Et les améliorations dans le fonctionnement de l'entreprise et de votre organisation du travail, qui n'est que du plus pour tous. On peut revenir en arrière sur ces bénéfices pour laisser la parole sur cette deuxième partie, agir, que va vous présenter Thierry Prader. Voilà, agir. Rebonjour à toutes et à tous. Donc vous avez vu dans cette partie comprendre que vous pouvez accéder à tout ce que vous souhaitez en fonction de votre niveau de connaissance sur le sujet, sur les risques psychosociaux. Et c'est important de mettre l'accent aussi sur ces aspects positifs, ce qu'on a à y gagner quand on met en place une démarche de prévention. Alors maintenant, on est sur la partie agir. Comment s'y prendre pour mettre en place une démarche de prévention primaire au sein de sa propre structure? Alors, le premier onglet que nous avons, c'est 4 repères essentiels. Si on clique dessus, alors c'est une liste de recommandations pour se préparer un petit peu à la démarche, et complètement en amont, pour bien montrer qu'on s'engage à ce que ça aboutisse. Alors, il y a l'engagement dans la démarche, comment on crée un climat propice, comment on mobilise les salariés, comment l'employeur organise. On ne va pas cliquer sur tous ces onglets, mais c'est pour dire que bon, la pire des choses, bien évidemment, ce serait qu'une personne, un employeur ou quelqu'un d'autre fasse cette démarche tout seul dans un petit coin. Les messages qu'il y a à travers ces onglets, c'est bien comment mettre en place une démarche participative et un climat propice pour que ça aboutisse. Alors quand on clique par exemple sur l'un des onglets, allez, créer un climat propice, s'il te plaît Vincent, bien, on voit un peu quelques idées clés, quelques recommandations. C'est vrai qu'on a tendance à chercher, quand il y a des problèmes de risques psychosociaux, des problèmes individuels, on recherche des responsables, voire aussi des boucs émissaires. Et l'idée là, c'est bien, quand on se lance dans cette démarche, vraiment de se centrer sur l'activité de travail, sur des situations de travail, sur le travail réel. Et c'est quand on s'intéresse à cette situation-là qu'on arrive vraiment
à des choses concrètes, hein, à la fois sur l'état des lieux et sur des propositions d'action par la suite. Et bien évidemment, on le verra après, si on n'est pas en mesure de mener tout seul une telle démarche, on peut aussi s'appuyer sur des organismes externes, on le verra tout à l'heure avec les partenaires. Alors si on revient en arrière, on revient encore un petit peu en arrière et on va arriver aux différentes étapes pour agir. Alors quand on clique dessus, voilà, nous avons une liste des étapes qui sont, elles sont le déroulement d'une démarche entière, hein, de se préparer, de ce qui se passe en amont. Vous allez voir, hein, c'est plutôt simple à l'intérieur, à comment, au final, on intègre la prévention des risques psychosociaux dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Alors, on va cliquer sur se préparer. Même si on a déjà vu un petit peu comment s'y prendre, c'est là qu'on identifie les salariés impliqués, quel temps ça va prendre, combien de réunions on va avoir à mener, sur quel temps, est-ce qu'il y a déjà des informations disponibles sur les risques psychosociaux, on identifie des sujets à traiter, on définit les postes, les situations de travail. Alors qui peut vous aider, on le verra tout à l'heure, mais là d'ores et déjà, on peut déjà se dire qu'il existe des thématiques, des sujets en lien avec les risques psychosociaux. Quand on clique sur le sommaire des sujets, alors un sujet, c'est une thématique en lien avec les risques psychosociaux. On clique sur le sommaire, alors en lien avec l'activité, voilà, donc on va directement sur le sommaire, et là, notre expérience, je vous l'ai dit, ça a été fait d'une manière collective, hein, ce parcours, nous montre des sujets qui peuvent avoir des liens avec les risques psychosociaux, qui peuvent être des portes d'entrée. Alors, il y en a 9. Voilà, c'est un chiffre qui n'est pas... Voilà, 9, c'est comme ça. Et on va essayer au moins d'en passer un en revue aux différentes étapes. Alors, peut-être que dans le chat, là, peut-être que vous avez envie qu'on décortique l'un des sujets. Je ne sais pas si vous avez accès, peut-être les deux premiers qui apparaissent, les deux premiers sujets, organisation de l'activité, charge de travail, conduite du changement. Non, il n'y a pas de chat, sinon on va en prendre au hasard. Hein. Ah, il y a conduite du changement qui apparaît. Hop, allez, on repart en arrière, on va regarder un petit peu ce qui se passe en matière de conduite du changement. Alors, on revient en arrière en cliquant sur la flèche, retour en arrière. Voilà, on retourne encore en arrière, et là, on retourne encore un petit peu en arrière, et on va aller à l'autre étape, évaluer les facteurs de risque psychosociaux et analyser le travail. Analyser le travail, ça c'est le clin d'œil qu'on vous fait sur le fait qu'il faut vraiment s'intéresser à comment les gens travaillent. Alors pour cette phase d'évaluer les facteurs psychosociaux, il existe déjà des outils, hein, comme l'outil Faire le point proposé par l'INRS, mais nous on est sur des sujets à traiter. Donc on revient sur identifier les sujets à traiter, et on a vu que quelqu'un était intéressé par la conduite du changement. Mais avant, alors quand on clique là-dessus, vous allez voir que pour chacun des sujets à traiter, il va être décliné de la manière suivante dans cette phase. Quels sont les facteurs de risque? Alors, pour la conduite du changement, on va le regarder de près. Et qu'est-ce qu'une situation caractéristique? Alors, identifier les sujets à traiter, on clique dessus. Et on arrive sur la conduite du changement. Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises vivent des changements, etc. On n'a pas terminé un changement, qu'il y a un nouveau projet en cours, etc. Quand on clique sur conduite du changement, nous avons une sorte d'inventaire de bibliothèque de facteurs de risque. Et là, l'idée, c'est de voir sur ce sujet-là, est-ce qu'on y est exposé ou pas, et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, les changements, les facteurs de risque, ce sont des facteurs aggravants, hein, qui peuvent accentuer, cumuler des problèmes de risque psychosociaux. Tout ce qui est changement imposé, subi, non accompagné, changement qui exclut les aspects humains, qui sont uniquement guidés par des démarches technico-économiques, j'ai envie de dire, avec d'insécurité de l'emploi derrière. Vous voyez, alors si on clique, le manque de visibilité sur l'avenir, si on clique sur la flèche, il y en a d'autres. Hein. L'idée, c'est de voir, hein, avec l'équipe, avec les salariés, est-ce qu'on est confronté à tout ça ou pas? Voilà, là on a une liste de facteurs de risque, sachant qu'elle n'est pas exhaustive, il peut y en avoir aussi de nouveaux. Si on revient en arrière,
on arrive aussi à une sorte de bibliothèque, d'inventaire de ce qu'on a appelé des situations caractéristiques. Alors, les situations caractéristiques sont des situations de travail très concrètes, encore une fois, hein, issues d'expériences que nous avons eues dans des entreprises, qui sont définies, ça commence par un verbe, souvent, hein, et qui sont déclinées chaque fois en conséquences possibles. Quelles conséquences elles peuvent avoir sur la santé, la performance globale de l'entreprise, et surtout les causes. Et quand on les décortique de cette manière-là, quand on regarde les causes, et quand c'est très très concret, ça facilite ensuite la possibilité de faire des propositions d'action. Alors vous voyez, il y a toute cette liste, hein, on peut, en cliquant sur la flèche suivante, et là, on regarde avec les salariés, est-ce qu'on y est confronté ou pas? Est-ce qu'il y en a de nouvelles? Surtout, bon, il y a une liste, et quelquefois il y en a une trentaine, hein, mais ce sont celles qui sont plutôt transversales, hein, mais qui, quelque part, voilà, il peut y en avoir de nouvelles en fonction des contextes, des spécificités des entreprises. Hein, avoir des difficultés à se projeter dans l'avenir, être confronté à des informations redondantes par des personnes différentes, ne pas avoir d'informations sur les projets futurs, chaque fois les conséquences et les causes. Voilà. Est-ce qu'on y est confronté ou pas? Quand on clique sur la partie sommaire, là, voilà, on revient aux thématiques de départ. Si on clique sur la flèche, on revient en arrière, la petite flèche en bas à droite, et on reclique sur la petite flèche en bas à droite pour aller accéder à l'étape suivante. Encore un coup, et on y est. Là, on a vu qu'on est là, on s'est préparé, on a une thématique, là on a pris l'exemple de la conduite du changement, et on regarde parmi les facteurs aggravants, est-ce que les facteurs de risque, on y est confronté ou pas, et parmi la liste des situations caractéristiques, est-ce qu'on y est confronté ou pas, et quelles sont les nouvelles auxquelles nous sommes confrontés dans l'entreprise. Troisième étape, c'est créer et mettre en œuvre des solutions. Toute démarche de prévention des risques psychosociaux, elle est intéressante que si elle débouche sur un véritable plan d'action. Alors, on peut déjà voir un peu, on va aller directement. Bon, l'idée, vous l'avez compris, hein, c'est que ces choses-là ne se fassent pas tout seul, mais que ce travail sur la base des situations caractéristiques qui ont été repérées par thématique, que vos salariés, hein, et vous-même, hein, les équipes proposent des pistes d'action. Et ces pistes d'action, elles sont formalisées autour d'un tableau de suivi d'action. On peut cliquer sur exemple de tableau du suivi d'action, où vous avez l'action qui est proposée, est-ce qu'elle est prioritaire, est-ce qu'elle est facile à mettre en œuvre, quelle démarche pour la mettre en œuvre, qui c'est qui pilote, le calendrier, les résultats, l'évaluation, etc. C'est un exemple et qui peut complètement évoluer. Et tout ça, vous pouvez l'éditer hein, avec des carnets qui seront associés au lien. Alors, on est sur les pistes d'action. On clique sur pistes d'action. Et on était dans quel exemple déjà? Ben oui, la conduite du changement. On va sur la conduite du changement. Et on regarde qu'il y a des pistes d'action là autour de 2 thématiques. Préparer les projets changements avec les salariés concernés et impliquer les salariés dans toutes les étapes du projet. On clique sur la première, préparer les projets, et là, il y a, encore une fois, une liste de propositions d'action très concrètes. Et là, encore une fois, hein, c'est à adapter en fonction du contexte de l'entreprise. Et l'idée, c'est de voir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile ou pas. Est-ce que cette bibliothèque, il y a des choses qui pourraient vous être utiles ou pas. Si on clique à la flèche suivante, la liste peut être longue, hein, par thématique, associer les salariés, informer en avance afin de prévenir et différentes formes de résistance, donner la possibilité aux personnes volontaires de participer au projet, pouvoir être informées, etc. Donc vous voyez, alors ce sont des pistes d'action qui sont quelquefois très concrètes, qui sont proposées, quelquefois ce sont plutôt aussi des objectifs, hein, qu'il faut aussi peut-être retravailler pour les formuler en pistes d'action. Quand on revient en arrière, sur la flèche,
Voilà, on a impliqué l'autre série de propositions d'action, c'est surimpliquer les salariés, où on retrouve encore une fois voilà, des propositions. Hein, la méthode, voilà, des propositions, inscrire le changement dans une logique de projet, s'assurer de la participation de toutes les parties prenantes, des points réguliers et d'avancement sur les changements, communiquer régulièrement, etc. Et chaque fois, sur ces propositions de pistes d'action, quelle que soit la thématique, vous avez chaque fois des ressources, c'est-à-dire ça vous permet d'accéder à des exemples de démarches qui ont réussi, à des outils et méthodes pour aussi comment dire, définir de nouvelles pistes d'action, etc., etc. Vous voyez, des pistes d'action, on y puise ce qui nous intéresse, on peut aller chercher des ressources et on peut en trouver bien évidemment de nouvelles en fonction du contexte de l'entreprise. Si on revient en arrière, on revient encore en arrière. Là, on était sur les thématiques. Voilà, tout cela, on peut le voir dans toutes les thématiques. On revient en arrière encore et on revient aux étapes. Donc là, vous avez vu l'exemple de la conduite du changement, mais vous avez la même chose sur les pratiques managériales, vous avez la même chose sur le sens au travail, sur les relations internes, externes, enfin, sur les 9 sujets dont il est question dans la mallette. Ensuite, on a mesuré l'efficacité des résultats. C'est une autre étape où là, il y a l'objectif, hein, c'est d'évaluer les actions mises en place. Là, on peut cliquer dessus. On a vu tout à l'heure qu'on avait un tableau, voilà, qu'on pouvait remplir avec l'équipe. Et l'idée, c'est de faire un point régulier autour de ce tableau avec des indicateurs, hein, voilà, en lien vraiment avec vos problématiques, et vous pouvez regarder leur évolution au fil du temps. Et d'ailleurs, cette diapo fait référence à une grille d'évaluation d'un guide qui a été créé par nos organismes respectifs. Si on revient en arrière, voilà, il y a le volet, je ne vais pas y revenir, à l'intégration des risques psychosociaux dans le DU. Le docteur Bernard Thomas en a parlé tout à l'heure. Et enfin, la dernière étape, c'est intégrer la prévention des risques psychosociaux. Et ça, c'est important, c'est comment faire en sorte que on intègre la prévention des risques psychosociaux dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. D'abord, il y a une réflexion à mener sur ces sujets-là. Quels sont les acteurs pouvant agir? Si on clique dessus, on voit que sur ces thématiques, c'est important de mobiliser une pluralité d'acteurs. Et c'est encore une fois, hein, c'est pour dire que ces démarches doivent être conduites collectivement. Alors bien évidemment, alors c'est un petit peu caricatural ce schéma, hein. Il y a ceux qui prescrivent le travail, les décideurs, il y a ceux qui le réalisent au quotidien. Alors toutes ces personnes doivent être impliquées. Il y a ceux qui influencent la réalisation du travail, mais aussi, plus largement, il y a de plus en plus, j'ai envie de dire, l'externe qui rentre dans l'entreprise, où on retrouve la concurrence, les usagers, les bénéficiaires, les clients, etc. Et l'idée, c'est, alors d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas forcément évident, mais ils peuvent avoir aussi un rôle à jouer par rapport, j'ai envie de, comment dire, à certains éléments qu'on peut leur fournir, hein. Ils peuvent être impliqués aussi, d'une certaine manière et dans certains cas, dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. Alors, si on revient en arrière, au-delà des acteurs, qu'est-ce que la prévention intégrée? Pour terminer, on ne va pas revenir sur les différentes formes de prévention primaire, secondaire et tertiaire que vous connaissez, mais pour les 3 grands leviers pour agir durablement sur les risques psychosociaux et intégrer la prévention dans le fonctionnement des entreprises, si on clique dessus, on voit qu'il y a 3 niveaux et 3 leviers d'action. Le premier, c'est être prêt à réagir à un événement, une crise. Quand quelqu'un ne va pas bien, voilà, comment on s'y prend, très très vite pour sécuriser la personne, soutenir, voilà, solutionner déjà rapidement, puis ensuite dans le temps. Ensuite, hop, sur la gauche, si ça ne va pas très bien, c'est qu'il y a certainement des causes organisationnelles quelque part, et comment, à partir de ces cas-là, on peut
on peut mettre en place une démarche voilà, de prévention primaire, hein, pour que les événements, les crises ne se reproduisent pas. Et enfin, le dernier point, c'est comment limiter l'émergence des risques psychosociaux au quotidien. C'est faire en sorte que l'organisation permette de mettre en place des dispositifs de régulation des risques psychosociaux, où on peut parler du travail collectivement, on peut mettre en place des EDT, espaces de discussion sur le travail, hein, c'est issu des démarches de qualité de vie et des conditions de travail. C'est comment, voilà, on arrive à avoir des moments d'échange sur le travail, les problèmes rencontrés au travail, ce qui se passe bien au travail, parce que ce sont aussi des ressources à développer, etc. C'est aussi comment s'adapter aux évolutions de l'activité par rapport à la charge de travail, comment la réguler, comment mieux répartir le travail car il y a de l'absentisme. Voilà, qu'il y ait voilà, une réflexion sur ces différents sujets, sans oublier non plus voilà, la formation, hein, des formations des managers sur le management du travail, comment à la fois soutenir comment à la fois, j'ai envie de dire, comment à la fois former les managers, hein, et les employeurs, mais aussi comment les soutenir, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ce sont aussi des personnes qui sont exposées, bien évidemment, aux risques psychosociaux et qui peuvent peut-être même transmettre hiérarchiquement du stress au travail, hein. Donc, si on revient en arrière, on arrive au plan de la mallette, on revient encore en arrière, et la dernière partie de la mallette, c'est se faire aider. Et là, c'est ma collègue Sandrine Koenig qui va prendre le relais. Merci à toi Thierry. Effectivement, on vous présente cette mallette et j'espère que vous aurez compris, on a essayé de parler des risques psychosociaux et de la prévention autrement, de manière plus positive, mais tout en respectant, hein, nos cadres institutionnels. Donc c'est un outil qui peut vivre par vous-même et pour permettre à chacun de comprendre ce que sont les risques psychosociaux et pour vous et l'ensemble des salariés pour agir. Pour cela, ça peut nécessiter l'aide de personnes qui vous accompagnent pour une première démarche, hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, on va cliquer sur nos partenaires. Vous avez effectivement un certain nombre d'acteurs, d'organismes, hein, qui peuvent vous accompagner. Tout auparavant, les services de prévention et de santé au travail, avec le médecin du travail, des infirmières, ergonomes et psychologues, et qui savent effectivement accompagner des entreprises. Là, l'objectif, c'est de bien vous aider pour pouvoir être autonome par la suite. Alors, peut-être pas une première fois, mais effectivement, au final, hein, nous souhaitons que les entreprises puissent être autonomes dans la prévention des risques psychosociaux. Vous avez également les organismes de prévention. Il y en a plusieurs, hein. Il y a d'une part effectivement l'ANACT, il y a aussi les CARSAT, hein, je pense à Montpellier également. Vous avez également, comme vous a présenté Franck Atamua, c'est effectivement les organismes comme la MSA et l'OPP-BTP, hein, qui peuvent aussi vous aider au niveau de l'agriculture et du bâtiment travaux publics. Et enfin, les partenaires donc, du PRST, hein, Occitanie, qui peuvent, par les organismes professionnels, qui peuvent également vous aider. Voilà ce que je peux dire. On vous a présenté effectivement les autres partenaires tout à l'heure. L'idée, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner, aider. Il y a aussi des financements au niveau des CARSAT, hein. Vous avez d'autres aides par l'ARS aussi également. Donc, n'hésitez pas pour pouvoir effectivement agir en prévention des risques psychosociaux. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de bénéfices à obtenir de cette démarche-là. Et donc, du coup, on va pouvoir revenir en arrière, Vincent. Et reprendre peut-être le support ou garder le support pour répondre peut-être aux questions. Oui, c'est ce que je vous propose en fait, c'est de passer en question du coup. Je vais basculer sur l'autre écran. Donc, on vous propose
mettre les questions dans le chat, en fait, pour des raisons, on va dire de confort. On laisse les micros coupés, en fait. Voilà. Donc, si vous avez des questions, en fait, vous pouvez les poser dans le chat et on pourra vous apporter des précisions en allant encore, voilà, vous montrer la mallette. Ah, ben ça, forcément. Quand est-ce que la mallette sera disponible? Alors, on a prévu effectivement de la mettre dans la semaine ou tout au moins en juillet sur le site du plan régional santé au travail. Je ne sais pas, Thierry, si tu veux ajouter autre chose. Oui, d'ores et déjà, on peut vous donner l'adresse URL de ce site. Et quand la mallette sera intégrée, vous aurez directement le lien qui vous permettra d'accéder au parcours que l'on vous a présenté aujourd'hui, ainsi que ce qu'on appelait les carnets, c'est-à-dire des documents que vous pouvez imprimer, par exemple le tableau plan d'action, la liste des situations caractéristiques sur charge de travail, sur la liste des pistes d'action, etc., etc. Donc, je pense que d'ici une semaine, ce sera disponible. On peut même peut-être diffuser le lien du PRST sur le site. Je ne sais pas si Vincent là ou dans le diaporama final. Oui. C'est le lien est dans le diaporama, il est dans le diaporama. Voilà. Il est intégré dans le diaporama, donc vous l'aurez dans le diaporama et vous accéderez à la mallette. Peut-être envoyé par mail directement aux participants du jour. Alors ça, il faut voir avec Vincent si on peut. Oui, pourquoi pas. Après, du coup, vous avez, enfin, la CCI locale, en fait, nous, on l'a mis directement dans le diaporama, comme ça, vous aurez le lien. Après, on peut vous faire un go, no go, pour vous dire, vous pouvez aller vous la procurer directement dès qu'elle sera éditée. On peut faire ça en complément. Déjà là, vous aurez l'adresse, et en plus, on vous renverra un petit mail pour vous dire que c'est fonctionnel. Une bonne idée. Est-ce qu'on a du coup d'autres questions sur le parcours qui vous a été présenté? On va pas arriver directement. Ce que je propose, c'est peut-être rebasculer sur la partie du coup agenda qu'on a nous de notre côté. Hop. On va basculer sur l'autre écran, juste le temps de partager. Alors là, excusez-moi, il y a une question. Ah, Il y a une question dans le chat qui me paraît intéressante. C'est est-ce que cette mallette peut être utilisée de manière pédagogique auprès des entreprises par des personnes externes? Euh, c'est vrai que c'est un consultant qui demande ça, un hyper-P indépendant. Nous, ce qu'on a prévu, c'est, on va y réfléchir dans le cadre des suites à donner, c'est au-delà de la sensibilisation des entreprises à l'utilisation de cette mallette, c'est comment aussi outiller, sensibiliser nos collègues de nos propres organismes, soit la CARSAT, l'ANACT, la DRETS, y compris les organisations syndicales de salariés et patronales, à l'utilisation aussi de cette mallette pour qu'ils puissent, et aussi les consultants, voilà, c'était ça la question, pour qu'ils puissent aider les entreprises et les accompagner dans leur démarche de prévention. Mais ce sera important, on n'a pas forcément envie que cette mallette elle parte complètement voilà, dans la nature, mais qu'il y ait comment dire, une sorte voilà, de formation, de sensibilisation initiale à son utilisation. Et tout cela, voilà, on va le préparer dans le cadre de notre groupe RPS qui est amené à continuer à produire pour les années suivantes.
Merci pour ces précisions. Du coup, Thierry, c'est vrai on avait précisé lors des inscriptions de l'atelier qu'il y aurait un deuxième temps où les consultants auraient l'outil à disposition puisqu'on s'était orienté plutôt sur la partie entreprise. Je vous présente rapidement. Donc là, voilà, comme on vous l'a dit, en fait, vous avez le lien utile. On l'a laissé bien en évidence. Donc c'est ici qu'il faudra aller chercher la mallette, mais on vous renverra un mail pour vous en informer. Vous précisez en fait les rendez-vous sécurité, les différentes thématiques qu'on a pu traiter au long de l'année. Donc, on a traité du risque routier professionnel, on a traité des outils sur le CSE, sur comment améliorer la santé et sécurité au travail. Ce matin, on a fait un zoom spécifique sur voilà, les nouvelles réglementations sur les périodes de forte chaleur. Et au second semestre, on va retrouver 2 webinaires, un sur la QVCT et l'attractivité, et l'autre sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien à l'emploi des seniors. Voilà, s'il y a une thématique qui vous plaît, vous pouvez directement vous inscrire, les liens sont actifs, ou sinon vous avez accès au replay sur notre chaîne YouTube. On a également fait 2 webinaires avec les CARSAT, dont un sur les incitations financières, dont vous en avez parlé. Il y a du financement spécifique pour tout ce qui est vous accompagner sur les aptitudes au changement et les démarches que vous pouvez mettre dans votre entreprise, que ce soit de diagnostic, mais également de la formation ou des gens qui travaillent en fait au sein de votre entreprise sur ces thématiques de prévention du risque professionnel. On a présenté le compte professionnel de prévention et sur le second semestre, on fera un zoom plutôt spécifique sur voilà, l'accueil au poste et notamment pour les personnes en intérim. Juste vous rappeler qu'on travaille également sur le document unique. Donc là, vous avez les dates qui s'affichent. Ce sera dans le support sur les ateliers qu'on peut proposer dans le CCI territorial. Et on fait à moindre échelle, mais on en fait quand même sur des ateliers sur la prévention du risque chimique. Voici les intervenants qui vous ont présenté le webinaire aujourd'hui. On les remercie. Et du coup, on avait gardé quand même un temps d'échange un peu plus long sur voilà, les questions que vous pourriez avoir sur la mallette. Donc, j'ai pas vu passer, je crois, de nouvelles questions dans le chat. Il y a une question sur le lien vers le site. Donc oui, tous les liens sont actifs en fait, hein. Donc voilà, je vais pas vous les remettre là maintenant dans le chat. Sinon, en fait, le site de la CCI Occitanie logiquement fait le lien avec l'ensemble des événements qui sont présents sur les CCI territoriales. Et dans tous les cas, le support qui vous sera adressé par votre conseiller local, en fait, qui reste votre interlocuteur privilégié, voilà, reprend les liens actifs pour vous inscrire. Et c'est eux qui font le lien avec vous. Donc, il y avait juste une remarque, en fait, je vois dans le chat sur souvent les employeurs sont perdus, ont besoin d'être accompagnés. Du coup, voilà, il faudra vous référer à la dernière partie qui a été présentée, hein. Là, vous avez la liste de tous les acteurs, donc tant votre service de santé au travail que aussi parfois vos organisations patronales. Nous, les CCI, on est également là en tant que catalyseur et faire le lien avec voilà, l'ensemble des acteurs et vous réorienter sur les personnes ressources sur le sujet. Et j'ajouterais, Vincent, que effectivement l'évaluation des risques psychosociaux concerne également l'ensemble des dirigeants, qu'ils soient salariés ou non salariés. Et je rebondis, si je peux me permettre, Sandrine, puisque tu as pris la parole. Moi, j'avais quand même envie de refaire passer le message, puisque nous occupons des risques psychosociaux depuis de longues années, comme nous tous ici. Le risque, en fait, est d'aborder les risques psychosociaux par l'individu. Et le message qu'on a voulu vous passer au jour d'aujourd'hui, c'est bien de s'intéresser aux conditions de travail et faire l'évaluation de ces risques à partir des conditions de travail et non pas à partir de ce qu'on a appelé pendant des années la fragilité de l'individu. Je pense que c'est un des messages essentiels. Marco, par rapport à votre question, je vous invite à aller voir le volet charge de travail dans la mallette,
pour voir si vous trouverez justement des éléments permettant de l'analyser et de la réguler. Je voulais dire, est-ce qu'il n'y avait pas un questionnaire prévu sur l'avis sur la mallette? Il est en train d'arriver. Ah bon, d'accord, excuse-moi. Pas de souci. Je vous laisse répondre aux 2 questions le temps que je le mette en ligne. Ouais, il y avait une question sur... alors, ce n'est pas une question, mais un souhait de décortiquer le volet relations internes. Désolé, on a dû faire des choix. Et on a pris le premier qui est apparu sur le chat. C'est en fait pour vous donner envie d'aller le découvrir. Exactement. Exactement. On n'allait pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Alors vous verrez, les sujets peuvent vous renvoyer aussi à des motion design, à des petits dessins animés pour vous expliquer voilà, qu'est-ce que la charge de travail, comment la réguler, l'évaluer. Sur charge de travail, il y a un petit motion design qui est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, du coup, on peut passer voilà, aux quelques questions qu'on avait prévues. Et oui, ça nous intéresse fortement, hein, votre avis, et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire également. Et peut-être du coup leur adresser... Logiquement, c'était bon, il y avait un petit souci là, et logiquement, voilà, il a dû apparaître. C'est dans quoi? Dans conversation? Dans conversation, ça s'est lancé. Donc, vous avez 4 questions. Donc, la première, on souhaitait vous interroger sur qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans le contenu de la mallette. Donc, est-ce que c'était la partie comprendre? Est-ce que c'était la partie agir? Est-ce que c'était la partie se faire aider? Est-ce que le contenu qu'on vous a présenté, il vous semble utile? Oui, potentiellement. Est-ce qu'il peut comporter des améliorations ou pas du tout? Voilà. Pas assez en tout cas. Est-ce qu'il vous a semblé suffisant? Donc là, on est sur le même point. Donc oui, à améliorer, non. Et le dernier point, donc on a eu quelques éléments de réponse, mais c'était pensez-vous pouvoir utiliser la mallette de façon autonome ou plutôt avec l'appui d'une aide externe en fait? Voilà les questions qu'on souhaitait partager avec vous. Puis pour répondre à Bruno qui demande s'il faut être obligatoirement occitan pour utiliser la manette, non, on peut être aussi catalan. Non, je plaisante. Elle sera sur le site du PRST. Elle sera sur le site du PRST et toute personne qui accédera au site du PRST Occitanie pourra l'utiliser, qu'il se trouve à Narbonne, Carcassonne, Perpignan, Paris, Reims. Ou Rennes. Voilà. Après, il faudra voir si c'est une mallette qui va aussi évoluer puisqu'elle sera mise à jour. Vous doutez bien que ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons tous. Hein, tous ces sujets en lien avec les risques psychosociaux et l'adresse, le partenaire, le prestataire de l'adresse qui va intégrer cette mallette sur le site sera chargé aussi des mises à jour selon des modalités à définir au fur et à mesure qu'on avancera sur ces différents sujets. Et ensuite, il faudra voir si voilà, cette mallette ne pourra pas être aussi intégrée sur les sites respectifs de nos différents organismes, que sont l'INRS, les CARSAT, l'ADRETS, l'ARACT, etc., etc. Donc, il y a 20 personnes qui ont répondu. N'hésitez pas à répondre à nos questions. C'est utile pour la suite, pour nous. Et n'hésitez pas à contacter les différents partenaires et acteurs en prévention des risques professionnels sur cette mallette également. Alors, en Pays-de-Loire, non, on ne pourra pas accéder à la mallette, je suis désolé. Non, je plaisante. Bien sûr que si. Venez sur le site Occitanie.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou réflexions. Donc là, on voit du lien de la mallette. L'analyse de la charge de travail et la régulation n'est pas forcément évidente vu le contexte économique et j'ajouterais, elle est certainement essentielle vu le contexte économique aussi. C'est un point de vue. Et pour le travail sérieux et précis, oui, nous nous sommes mis à plusieurs partenaires, effectivement, d'institutions différentes, complémentaires pour vous apporter ces éléments-là. Ouais. Bon, Catherine, on vous accueille en Occitanie avec plaisir. Très bien, mais merci. Il y avait voilà, un autre petit sondage qui était possible par nuage de mots pour voilà, identifier potentiellement des suggestions d'amélioration, comme on l'avait précisé. En fait, voilà, il y a encore un petit délai de mise en ligne, et sachant qu'après, la mallette est censée aussi évoluer. Donc, on aurait aimé recueillir ça. Ça fait beaucoup d'un coup, mais voilà, on a systématiquement en fait à la fin un petit questionnaire plutôt global sur le webinaire. Donc pour ceux qui sont encore avec nous, je vais le lancer. Et s'il vous reste un peu d'énergie pour le compléter, on est également preneur de ce retour. Voilà, merci. Et du coup, c'est dans la conversation également, hein, c'est Oui, ça? également, c'est ça. Hop, voilà, normalement, il devrait s'afficher. Bon, c'est des questions beaucoup plus classiques sur, en gros, globalement, le retour vis-à-vis du webinaire, l'animation, et comment ils ont connu le webinaire. Voilà, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre à ce questionnaire. Vous remercier bien évidemment de votre présence et des personnes aussi qui ont contribué donc à la réalisation de ce webinaire, mais qui ont également participé aux ateliers puisqu'ils ont nourri en fait le contenu de la mallette. Voilà, bah, écoutez, moi, c'est le mot de la fin. Je vais peut-être laisser le membre du CROCT voilà, conclure, puisque c'est ces instances représentatives à ce niveau-là. Donc, moi, je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve du coup à la rentrée pour une nouvelle série de webinaires sur la santé et la sécurité. Franck, si tu veux faire un petit mot de conclusion, c'est avec plaisir. Un petit mot pour la fin, pour vous dire effectivement que tout ce travail a été réalisé effectivement avec tous les partenaires qui construisent ensemble effectivement tous ces outils. Le plan régional santé au travail effectivement va vous servir, alors, notamment dans cette thématique des RPS, mais vous allez trouver sur le site du PRST Occitanie d'autres thématiques, celles que j'avais exposées au tout début concernant les 16 actions pour lesquelles effectivement vous pourrez aller un peu plus dans le détail. En ce moment, il y a effectivement des outils qui sont développés au niveau de ce PRST. Donc, celui-ci que l'on vous a présenté effectivement, voilà, vous permet effectivement de parcourir un peu mieux la thématique des RPS, mais vous allez en trouver d'autres qui pourraient effectivement vous intéresser concernant effectivement la prévention des risques professionnels avec tous ces acteurs réunis autour de ce webinaire pour vous avoir présenté effectivement ces thématiques. Voilà, c'est sur le site du PRST Occitanie. Ouais, du coup, merci beaucoup, bonne fin de journée et merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, Merci, au revoir. Au revoir.